Alors, une vidéo pour donner quelques indications pour pouvoir réaliser le devoir maison numéro 3 en physique en ATS Bio. Alors, le SDM3 comporte 3 exercices, 2 de mécanique et 1 d'électricité. Alors, l'exercice 1, il s'agit d'un solide de masse M attaché à 2 ressorts eux-mêmes accrochés à un support fixe par rapport au sol. Donc, 2 ressorts de constante de raideur différentes K1 et K2. Initialement, la masse est positionnée à l'origine du repère au point O. Évidemment, on va tirer d'un côté et laisser le système osciller. Il va osciller librement. Donc, on le tire, on l'appuie, on le lâche. Et on va étudier donc les oscillations une fois qu'on a lâché le solide de masse petit m. On nous dit qu'on l'écarte d'une position qui est comptée positivement par rapport à l'axe des X, donc c'est bien vers la droite, et qu'on l'abandonne sans vitesse initiale. Et il faut trouver l'équation différentielle vérifiée par x de t, c'est-à-dire la position de la masse, qui n'est repérée que selon une coordonnée x, donc une équation différentielle vérifiée par x de t. Dans un premier temps, avec des considérations de type énergétique et dans un deuxième temps, en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Alors, quelques indications par rapport à ça. Donc, j'ai refait le schéma ici de l'exercice 1. Donc, on reconnaît la masse, le solide de masse petit m, K1 et K2, et les deux ressorts de constante de raideur K1 et K2. L'axe des X orienté vers la droite avec un vecteur unitaire petit i, orienté forcément aussi vers la droite, un axe des Z orienté vers le haut. 4 forces s'exercent sur le solide de masse petit m. Le poids vertical vers le bas. La réaction normale du support qui est présente s'il y a un support, vertical vers le haut, et les deux forces de rappel du ressort, qui se trouvent être en fait toutes les deux dans le même sens, puisqu'on a écarté le solide par rapport à sa position d'équilibre, et les deux ressorts tendent à ramener le solide dans la position d'équilibre. Eux-mêmes tendent à revenir dans leur position d'équilibre. C'est-à-dire les deux forces sont vers la gauche. Alors, dans un premier temps, dans la question, il faut utiliser des considérations énergétiques pour trouver l'équation différentielle vérifiée par x de t. Pourquoi j'ai parlé des forces qui s'exerçaient en fait pour expliquer que le système est conservatif. Les 4 forces sont conservatives. Le poids, on le sait, c'est une force conservative toujours. Les forces de rappel d'un ressort sont conservatives, ça, il faut le savoir par cœur. La réaction normale du support est aussi une force conservative parce que le travail de cette force va être nul. La force est perpendiculaire au déplacement. Ici. Toutes les forces sont conservatives, donc le système est conservatif. Ça veut dire que l'énergie mécanique du système est une constante ici dans le temps. Alors là, il ne faut pas partir sur delta EM égale à 0, ce qui serait vrai, et appliqué entre 2 points. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour trouver l'équation différentielle, il faut dire que comme l'énergie mécanique est constante dans le temps, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. C'est comme ça qu'on trouve le plus facilement l'équation différentielle du mouvement. Bon, même si on a dit ça, donc ça on l'a justifié en disant que le système est conservatif, en le justifiant par rapport aux forces qui sont toutes conservatives, il faut le dire tout ça. Il reste quand même du travail, puisqu'il faut exprimer l'énergie mécanique du solide de masse petit m. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors attention, il y a plusieurs énergies potentielles. L'énergie de potentiel de pesanteur, si on prend l'origine de l'axe des Z verticale, ici, l'énergie potentielle de la masse va être nulle, de pesanteur. Et il y a l'énergie potentielle élastique du ressort 1 et du ressort 2. Voilà, donc ça, j'efface ça pour ne pas qu'on se mélange. Donc les flèches veulent juste dire qu'il y a l'énergie potentielle élastique du ressort 1 et du ressort 2.
Je rappelle que de façon générale, l'énergie potentielle élastique liée à un ressort, c'est 1/2 de K multiplié par x moins x0 au carré. C'est quoi x? C'est la coordonnée de l'extrémité du ressort lorsqu'il y a la masse, et x0, la coordonnée de l'extrémité du ressort à vide. Alors évidemment, cette formule-là, il va falloir l'appliquer par rapport à la situation qui nous intéresse ici, hein, par rapport au choix de l'origine, etc., etc. Ça, c'est une formule générale qu'il va falloir pas appliquer comme ça, il va falloir transformer. Donc, on exprime l'énergie cinétique en fonction des paramètres, en fonction des données, EP1, EP1, EPE2. On va exprimer l'énergie mécanique. On dérive l'énergie mécanique par rapport au temps, on dit que c'est nul, on l'a justifié, et on trouve l'équation différentielle. Là, c'est la première question. Deuxième question, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique au système étudié, qui est le solide de masse petit m dans le référentiel terrestre supposé galiléen. La somme vectorielle des forces exercées sur le système étudié est égale à la masse du système étudié fois son vecteur accélération. Et là, l'idée, ça sera de projeter cette relation vectorielle sur l'axe des x, puisqu'on voit qu'il y a deux forces dont la projection sera nulle, c'est Rn et P, leur projection est nulle suivant au x. Et je rappelle également l'expression de la force de rappel de ressort, c'est moins kx moins x0 vecteur i. X, c'est l'extrémité du ressort, c'est la même définition que pour l'énergie potentielle. X, c'est l'extrémité du ressort lorsqu'il y a la masse, x0, l'extrémité du ressort lorsqu'il y a vide. Et vecteur i, c'est le vecteur unitaire de l'axe des x qu'on a choisi précédemment, orienté forcément dans le même sens. Donc, on projette le principe fondamental de la dynamique sur l'axe des x et on trouve la même équation différentielle. Question 2. Et après, on donne les solutions de cette équation différentielle. Ça, on l'a déjà vu. Ce n'est pas le plus dur, la question 3. L'exercice 2. Alors, l'exercice 2, ça fait intervenir la poussée d'Archimède qu'on n'a pas énormément travaillé. Donc, c'est pour ça que je vous redonne un exercice sur la poussée d'Archimède. Alors, on a une plaquette en plastique qui est partiellement immergée dans l'eau. Petit h, c'est la hauteur qui est immergée dans l'eau. Rho, c'est la masse volumique de la plaquette de la plaque en plastique. Rho0, c'est la masse volumique de l'eau. Deux masses volumiques différentes, attention, celle du plastique, celle de l'eau. La hauteur de la plaque, c'est grand H, ne pas confondre avec petit h, de la même façon qu'il ne faut pas confondre Rho et Rho0. S, c'est une surface, la section, la surface vue de dessus de la plaque. L'axe des Z vertical avec l'origine au niveau de la surface de l'eau. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faut indiquer le volume immergé de la plaque en fonction de Z. Alors, je refais le schéma. Le volume immergé dont on parle dans la première question, c'est ce que je surligne en rouge, j'assure en rouge, le volume immergé. Voilà. Cette hauteur H, elle est, comme toute hauteur, elle est forcément positive. Hein. Voilà. Il va falloir faire intervenir le petit z qui correspond à ce z, c'est-à-dire de la profondeur où la plaque est immergée. Et ce z, comme il est en dessous de l'axe de l'origine et que l'axe des z est orienté vers le haut, ce z-là, il est forcément négatif. Donc attention au signe parce que z, ce n'est pas égal à h, c'est égal à moins h, h positif, z négatif. Évidemment, les deux sont égaux en valeur absolue. L'expression de la poussée d'Archimède. Alors, gros rappel sur la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, elle est verticale vers le haut toujours, et sa valeur est égale au poids de fluide déplacé. Le poids de fluide déplacé, là le fluide c'est de l'eau, donc ça sera la masse de l'eau déplacée fois G. Qu'est-ce qu'on entend par masse d'eau déplacée? C'est la masse d'eau déplacée entre il n'y a pas la plaque et il y a la plaque.
Autre résultat très important qu'il faut avoir intégré, cette masse d'eau déplacée, concrètement, comment on la calcule? Et il se trouve que c'est exactement égal, ça c'est assez intuitif, c'est exactement égal à la partie immergée de la plaque, donc la masse d'eau qui correspond à la partie immergée de la plaque. Donc ce que j'ai assuré tout à l'heure en rouge, ça représente un certain volume. Ça correspond à une certaine masse d'eau, mais c'est la masse d'eau déplacée. Ça, c'est peut-être le point le moins évident. D'accord? Donc, pour trouver la masse d'eau déplacée, c'est la masse volumique fois le volume. Attention, la masse volumique de qui? De l'eau. De l'eau. De fluide déplacé, c'est l'eau. Fois le volume qu'on a déterminé précédemment. Après, on fait faire un raisonnement, une petite démonstration qu'on a faite en cours pour trouver différentes énergies potentielles de force conservative. Je vous rappelle, une énergie potentielle existe quand la force est conservative, elle dérive d'une énergie potentielle. Pour trouver ça, il faut utiliser ça, que le travail élémentaire de la force, là, en l'occurrence de la poussée d'Archimède, le travail élémentaire de la poussée d'Archimède, donc petit delta W de la poussée d'Archimède, c'est moins la différentielle de l'énergie potentielle associée. Voilà, donc, techniquement, il faut exprimer le travail élémentaire de cette force en partant de la définition du travail élémentaire d'une force, A scalaire dl, et choisir ici un dl logique. Le dl, il sera vertical. Un petit déplacement élémentaire, la plaque, elle va osciller verticalement. Donc, un dl vertical. OK, faites attention, c'est un produit scalaire. Donc, on obtient un scalaire. Quand on fait le produit scalaire, on n'obtient pas un vecteur. Donc, on a trouvé l'expression de ce travail élémentaire. Pour trouver l'énergie potentielle, on dit que c'est égal à moins d de EP. Voilà pour l'exercice 3. Après, il faut se laisser guider par les questions. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué, ça me semble être peut-être le plus difficile. Puisqu'après, il faut trouver l'énergie potentielle totale de la plaque. L'énergie potentielle totale de la plaque, c'est l'énergie potentielle liée à la poussée d'Archimède, plus celle liée à la pesanteur. Attention. Des forces qui s'exercent sur la plaque, il y a le poids, la poussée d'Archimède. Ce sont deux forces conservatives. Le poids, on le sait, c'est conservatif. Et la poussée d'Archimède, on vient de démontrer que ça dérive d'une énergie potentielle dans les questions d'avant. Donc, le système est conservatif. Donc, l'énergie mécanique de la plaque se conserve au cours du temps. Et on utilise le même raisonnement que dans l'exercice 1. D2m sur dt égale à 0, également dans l'exercice 2. L'exercice 3, à mon avis, ne demande pas d'indication particulière. Ça ressemble fortement à l'exercice qu'on a déjà fait. Voilà, on a 3 résistances, une bobine idéale, et on néglige sa résistance interne. Attention, là, vous avez tendance à vouloir faire des résistances équivalentes, alors que là, on ne peut pas, puisque les résistances, notamment R2 et R1, sont parcourues par des intensités différentes. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas partir sur des raisonnements avec des résistances équivalentes ici. Il faut appliquer la loi des mailles et la loi des nœuds. Et on veut trouver l'équation différentielle liée vérifiée par I1, l'intensité I1, qui est l'intensité qui traverse la bobine. L'intensité qui traverse la bobine, je vous rappelle que c'est une fonction continue du temps. Voilà. Dans la première question, AT égale à 0, on ferme l'interrupteur. Dans la deuxième question, on réinitialise le temps, on redonne une nouvelle origine des temps, on rouvre l'interrupteur, on rappelle T égale à 0, et on réinitialise l'origine des temps. Voilà, donc l'exercice 3, c'est à mon avis celui qui vous posera le moins de difficultés, malgré que dans la question 1.1, il faut pas partir dans tous les sens et arriver à trouver une équation différentielle.
uniquement avec I1, il ne doit plus avoir du I2, il ne doit plus avoir du I3, il doit avoir uniquement des constantes. E, c'est une constante, R1, R2, R3 et L. Voilà, dans l'équation différentielle de la 1,1, vous ne devez plus avoir I2, plus avoir I3, vous devez avoir uniquement I1 qui est la variable et les constantes R1, R2, R3, grand E et grand L. Voilà, je m'arrête là, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances et de bonnes fêtes.